Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'appel à la paix de Louis Vlavonou et son invite à la sensibilisation des partisans pour les prochaines consultations électorales. Le président de l'Assemblée nationale a marqué l'arrêt élection générale de 2026 à son discours d'ouverture de la première session ordinaire du Parlement au titre de cette année. Le président du Parlement panafricain était aussi à la tribune du Palais des Gouverneurs ce matin à cette cérémonie solennelle. Atelier de présentation du dispositif de synthèse des projets et programmes de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. L'événement a réuni ce matin à Cotonou la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers en appui aux micro, petites et moyennes entreprises. En Corée du Sud, bâtiment de référence de la paix dans le monde, le Cheonggang est annoncé à l'inauguration dimanche prochain. Il est construit dans la ville de Gapyeong par la Fédération pour la paix universelle. On y fera essentiellement de l'éducation à la paix. Après plusieurs semaines de vacances, les députés ont retrouvé le chemin du Parlement pour l'ouverture de la toute première session ordinaire de l'année 2025. La cérémonie d'ouverture, présidée par le président Louis Vlavonou, a connu la présence d'un invité de marque en la personne du président du Parlement panafricain. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture dans ce compte rendu. Placée sous le signe du rayonnement de la diplomatie parlementaire, la cérémonie inaugurale de la première session ordinaire de l'année 2025 s'est distinguée par la présence éminente du président du Parlement panafricain, Fortune Zephania Charumbira, membre du Sénat du Zimbabwe. Ce dernier a saisi l'opportunité qui lui était offerte pour s'adresser solennellement à la représentation nationale. Dans son allocution, il a insisté sur la nécessité pour les peuples africains de prendre pleinement conscience de leurs potentialités et d'œuvrer collectivement à la réalisation de progrès partagés en vue de relever les défis communs auxquels ils sont confrontés. Il n'a pas manqué de mettre en lumière l'importance du Parlement panafricain ainsi que le rôle central des députés dans le processus d'enracinement de la démocratie sur le continent africain. Nous devons avoir des échanges entre nous. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le président Louis Vlavonou a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude à son hôte pour sa présence en terre béninoise. Il a ensuite abondé dans le sens des propos tenus par le président du Parlement panafricain, réaffirmant la nécessité pour les peuples africains de conjuguer leurs efforts. Il a souligné qu'une telle synergie d'action s'avère notamment cruciale dans la lutte contre le terrorisme, fléau qui frappe le Bénin. Il est un fait que le Burkina Faso, la République du Niger, la République du Bénin ont en partage le parc régional W, devenu le repère des terroristes de toute affiliation. Et dans ces conditions, une lutte véritablement efficace contre ces divorcés sociaux passe nécessairement par une étroite coopération entre ces trois pays frères. Les élections générales prévues pour 2026 constituent également un sujet de préoccupation majeur pour le président Louis Vlavonou. Dans cette perspective, il lance cet appel à ses collègues parlementaires ainsi qu'à l'ensemble de la classe politique, les invitant à une posture de responsabilité et de vigilance. Au sens des dispositions des articles 44 à 58, regroupés au sein du titre 4 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, nous sommes déjà entrés de plain-pied dans la période préélectorale depuis le 8 janvier dernier, soit 12 mois avant la date du prochain scrutin, avec tout ce que cela comporte comme restrictions et autres interdictions pour les acteurs politiques et leurs soutiens respectifs. Dans l'intérêt de la paix sociale et pour nous éviter toute déconvenue éventuelle, je voudrais nous inviter à revisiter ces dispositions pertinentes afin de nous les approprier et de sensibiliser nos militants
et autres sympathisants autour de ces questions essentielles pour notre vivre ensemble. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire dont les travaux sont prévus pour durer 3 mois. Au chapitre de l'actualité judiciaire, en ce 7e jour du procès d'Onivo, c'est Yvonne Nolima qui a mobilisé les attentions. Elle a déposé non pas en tant que témoin, mais comme celle dont la moto a été volée par Kodjo Alofa, mais les débats ont achoppé sur la date exacte à laquelle ce fameux vol a été commis. Je vous propose à présent le point de l'audience d'aujourd'hui dans ce récit de Virgile Arronéo. En dépit de ce que le président de séance a précisé à l'ouverture de l'audience que Dame Yvonne Nalimé n'est pas ici en tant que témoin de l'assassinat de Pierre Urbain d'Ivo et que le tribunal l'a convoquée afin qu'elle situe les parties au procès sur la véritable date à laquelle elle a été victime du vol, tous les avocats, aussi bien de la partie civile que de la défense, ont insisté qu'elle dépose sous serment. Passé cette étape, le président de la Cour lui demande maintenant de rappeler avec une précision calendaire les circonstances dans lesquelles sa moto a été volée. Dans sa réponse, elle déclare qu'elle rentrait de l'étude biblique le 9 août 2010 aux environs de 21h, quand à quelques mètres de sa maison, elle a vu sa route barrée par 2 individus sur une moto. Finalement, ils ont réussi à lui prendre sa moto. Mais ses cris de détresse et la clameur publique ont permis de mettre la main sur l'un des deux, en l'occurrence le nommé Kodjo Alofa, qui a été conduit chez le chef quartier, son second ayant fui avec la moto. Tout ceci se passait le 9 août 2010 selon Dame Yvonne Nalimé, reprise par le tribunal justement sur cette date qui est tout le contraire de ce que Kodjo Alofa déclare depuis le début du procès et qu'il a d'ailleurs réitéré à cette audience, à savoir que c'est le 16 août qu'il a été arrêté pour vol de moto. L'autre mention qui a tout chamboulé au cours de cette audience, c'est la date du 23 août 2010 qui figure officiellement dans les procès-verbaux à toutes les étapes de la procédure. Mais Dame Yvonne Nalimé n'a pas vacillé face au feu roulant des questions du ministère public, de la défense et de la partie civile. Elle maintient donc la date du 9 août 2010. À ce stade des débats, la partie civile par la voix de Maître Anansidé et la défense par celle de Maître Ziflou ont alors formulé la demande que le tribunal fasse convoquer la personne X dont le nom figure dans le procès verbal ayant sanctionné l'interrogatoire de Kodjo Alofa par le commissariat de Godomé. C'est sur ce rebondissement que, de concert avec toutes les parties au procès, l'audience a été suspendue au fin de clarifier, d'approfondir et au besoin d'évacuer toutes les contradictions soulevées au cours des débats d'aujourd'hui. L'audience reprendra le 22 avril 2025. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises poursuit sa série de tournées au siège des institutions autonomes sous sa tutelle. Modeste Kérékou était hier dans les locaux du Fonds de développement de l'artisanat FDA, troisième structure qui l'accueille dans le cadre de sa tournée. Il a échangé avec le conseil d'administration de l'institution sur les actions et difficultés ainsi que les conditions de travail. Les détails avec Candide Oumato et Henri Gantier. Le Fonds de développement de l'artisanat reçoit pour la toute première fois dans ses locaux la visite de l'autorité de tutelle. Modeste Kérékou et sa suite descendent pour passer en revue le niveau d'avancement des réformes relevant de l'institution pour un meilleur encadrement du secteur de l'artisanat. Une séance d'échange qui permet de revisiter les attributions du FDA, son fonctionnement et les activités majeures réalisées, les difficultés et conditions de travail y compris. Les résultats que vous venez de nous rappeler à bon escient rappellent effectivement que le secteur de l'artisanat non seulement est un secteur important pour la vie socio-économique dans notre pays, c'est un secteur qui constitue, j'allais dire, le socle de la vie sociale, de la vie économique, depuis les quartiers de villes et de villages jusqu'au grand centre administratif, jusqu'à la capitale, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique.
nos artisans constituent la base du tissu économique et du tissu social de notre pays. Environ une heure d'échange entre le conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, assorti de plusieurs recommandations. Nous sommes très émus et très fiers d'avoir reçu les compliments face aux résultats obtenus, mais il nous a recommandé fortement de ne pas aller dormir sur nos lauriers. Il nous a été également recommandé de chercher d'autres pistes auprès de notre conseil d'administration pour constituer en tant que structure qui organise des activités promotionnelles à excellence, pour constituer un fonds d'œuvre artisanale afin de pérenniser les acquis du Fonds de développement de l'artisanat. Ils ont donc bien cerné le message du ministre de tutelle et entendent davantage travailler pour donner de visibilité aux activités promotionnelles du secteur de l'artisanat en vue de résultats probants au profit des artisans et entreprises artisanales accompagnées. Le dispositif de synthèse des projets et programmes de l'écosystème entrepreneurial au Bénin est présenté aux acteurs concernés. C'était à la faveur de l'atelier de coordination des interventions des partenaires techniques et financiers en appui aux micro, petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat. La séance s'est tenue ce matin à Cotonou dans l'optique de l'harmonisation et de la mise en synergie de ces interventions. Jean-Tony Pau, candidat au Matin. Les impacts de la contribution des petites et moyennes entreprises à la richesse nationale ne sont pas suffisamment perceptibles. C'est l'une des raisons qui ont motivé la rencontre de coordination des acteurs de l'écosystème d'appui aux PME et à l'entrepreneuriat au Bénin. Le constat fait réside dans le manque de coordination de nos différentes interventions. En effet, de nombreuses initiatives sont mises en place sans toujours prendre en compte celles existantes, ce qui peut conduire à des doublons d'intervention, à une dispersion des ressources publiques et à un moindre impact pour les bénéficiaires. Après avoir remercié les acteurs de développement des PME présents à cette séance, le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises appelle à une synergie d'action en vue d'impacter le secteur des PME au Bénin. Le défi en tant qu'accompagnateur des PME se situe à 4 niveaux aujourd'hui. L'accès au financement, le renforcement des capacités, la formalisation des entreprises et la digitalisation. C'est autour de ces défis que je vous appelle à travailler en synergie et en coordination afin d'atteindre les objectifs. Compte tenu des priorités du gouvernement et du développement de nouvelles formes de PME, notamment les industries culturelles et créatives, il était important qu'on puisse réadapter la manière dont nous travaillons. Donc pour nous, l'exercice d'aujourd'hui, c'est de vous écouter, de nous écouter et de voir comment, s'il y a des manquements ou compte tenu de l'évolution du contexte, on peut adapter une feuille de route qui nous permet d'atteindre les objectifs clairs et précis que nous allons définir tout à l'heure. Cette rencontre a été l'occasion de présenter à l'assistance le dispositif et la synthèse des projets et programmes de l'écosystème entrepreneurial mis en place par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Des observations et suggestions sont aussi recueillies en vue de son amélioration. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM capitalise ses acquis et ses réalisations. Les membres du comité national de pilotage du programme se sont mobilisés à Cotonou pour l'exercice à la session ordinaire de cette année 2025. Une occasion pour eux de faire des recommandations et de formuler des projections sous les regards de tous les partenaires techniques et financiers. Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Autour de cette table, les membres du comité de pilotage du projet, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Ils tiennent ici leur session ordinaire annuelle pour faire le bilan des progrès réalisés et faire des projections dans l'avenir avec grand espoir et assurance. Au Bénin, ce programme finance le renforcement du volet numérique et l'extension du dispositif à 3 départements. L'IFEF a centré son action sur l'accompagnement de l'expertise nationale pour une gestion en toute autonomie du dispositif 100% en ligne. Et il convient de souligner que cette phase s'inscrit dans une vision élargie de la transformation de l'éducation.
Il inclut également la formation des directeurs d'école, qui sont des acteurs indispensables au bon fonctionnement du système éducatif, en les accompagnant à assurer une gestion efficace et à piloter leur établissement avec succès, garantissant ainsi la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Le projet vise l'amélioration des pratiques pédagogiques, les compétences didactiques, linguistiques et numériques des enseignants, tout en promouvant les valeurs d'inclusion et d'égalité. Les travaux du comité de pilotage vont par ailleurs permettre d'apprécier le niveau d'exécution du schéma annuel de planification au titre de l'année 2024. En effet, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, actuellement déployée au Bénin grâce au financement prépondérant de la Belgique et de l'Union européenne à travers l'APF, contribue aux efforts internationaux en étroite relation avec les exigences de l'ODD 4 relatives à l'assurance d'une éducation inclusive, équitable et de qualité à tous et à la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Au terme des travaux, il sera procédé au lancement officiel de la plateforme de formation continue des enseignants à distance. Ceci en vue d'une amélioration des résultats d'apprentissage des enfants au Bénin. On finit en religion. Dans quelques jours, l'inauguration du Cheon Wongong aura lieu. C'est un édifice en Corée du Sud qui va permettre la communication et le partage culturel entre différentes nations du monde. Que peut-on comprendre de ce grand rendez-vous d'éducation à la paix qui va connaître justement la participation de plusieurs personnalités dans le monde? La réponse avec Florence Posa. Le 13 avril 2025, la ville de Gapyeong, en Corée du Sud, va abriter la cérémonie inaugurale du Cheonwon-gong, un bâtiment qui se veut le nouveau point de référence pour la paix dans le monde. Une fois fonctionnel, il abritera des activités et des séances d'éducation à la paix. Ce bâtiment servira également de lieu de communication et de partage culturel entre les différentes nations du monde. Un vœu cher de la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde, affectueusement appelée par ses proches et son entourage « Mère de la paix ». À cause de l'ignorance humaine, cette belle planète Terre est en train d'être détruite au fil du temps. Je suis sûr qu'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille peut être réalisé si nous sommes unis et marchons ensemble. Divers événements majeurs vont précéder l'entrée au palais de Cheonwon-gong. Parmi ces rencontres, le sommet mondial pour la paix, auquel prendront part plusieurs personnalités et dirigeants du monde, comme cela a été le cas en 2022. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr Hak Cha Han Moon pour son engagement exceptionnel en faveur de la cause de la paix. Je demande à chaque personne qui partage notre espoir d'un avenir meilleur d'être unis dans notre mission, fidèles à notre vision et par-dessus tout, d'être confiante dans nos valeurs. Nous croyons que chaque vie est sacrée et nous croyons que chaque personne est dotée de droits, de liberté et de dignité qui leur sont donnés non pas par le gouvernement, mais par la main de Dieu Tout-Puissant. Ce rendez-vous verra la remise du prix Sunang pour la paix qui honore les personnes et les organisations ayant apporté des contributions significatives au développement humain et à la résolution des conflits. Cette année, le montant du prix est de $1 million américains, soit 620 millions de francs CFA. Des personnalités et non des moindres ont déjà remporté ce prix. Le prix San-Hak pour la paix est un appel à faire plus pour le monde. Et par la grâce spéciale de Dieu, je le ferai. Je voudrais féliciter la fondatrice, le Dr Hak Cha Han Moon, pour la création de ce prix qui reconnaît toutes les œuvres qui concourent à un monde meilleur. En tant que secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans, j'étais fier d'apporter des contributions significatives à 3 objectifs qui sont la paix, la sécurité et les droits humains et le développement durable.
Et parmi ces 3 objectifs des Nations Unies, je crois que le plus fondamental est de faire de cette planète un endroit plus pacifique. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au palais Chonwon se tiendra la bénédiction cosmique, une cérémonie marquée par des mariages collectifs à l'issue desquels des couples transcendant les barrières nationales et raciales sont en mission de paix à travers le monde. Environ 30 000 personnes sont attendues à cet événement marquant l'inauguration du palais Chonwon-gong. Ce journal est terminé. Focus sur le secteur de la justice à l'ère de la rupture dans l'info continue tout à l'heure à 20h avec Wahab Alikbara. 2 invités, 2 confrères ce soir, Sergino Lokosu du matinal et le directeur de publication de la Nouvelle Économie, Kazimi Pidjo. Restez au rendez-vous au programme de Canal 3 Bénin.